Lors d'un dîner de famille, ma mère souriait. Mon père portait un toast. Ma sœur faisait défiler son téléphone. Puis ma fille m'a glissé un mot sous la table. Il disait « Appelle le 112 ». Elle était pâle. Je n'ai pas paniqué. J'ai fait ce qu'il fallait. 17 minutes plus tard, mes parents paniquaient. Oui, c'est ainsi que s'est passée ma soirée de jeudi. J'avais fait 2 heures de route pour arriver là, pensant être une bonne mère, une bonne fille. Le truc était censé être une soirée tranquille dans la maison de campagne familiale, ce qui est un terme généreux pour désigner une maison basse de plafond, sentant la moisissure, avec des murs suspectement fins et tout qui grince. Vous voyez le genre. Votre nièce se souvient plus des carreaux de la salle de bain que votre cœur ne se souvient des couchers de soleil. Quoi qu'il en soit, mes parents avaient invité Lily, ma fille, à rester quelques semaines juste après sa remise de diplôme. Ils disaient qu'elle avait l'air pâle, qu'elle avait besoin de repos, qu'elle leur manquait, et moi, idiote que je suis, je les ai crus. Lily était silencieuse depuis la mort d'Henri, mon oncle, son grand-oncle. Il avait été comme un grand-père pour elle. Pas de femme, pas d'enfant, juste un vieil homme avec un cœur tendre et une maison paisible remplie de trains en bois. Quand il est décédé, ça l'a anéanti. Elle ne répondait pas beaucoup aux appels, mais quand j'arrivais à la joindre, elle avait toujours l'air fatiguée, pas effrayée. Fatiguée, je pouvais le supporter. Fatiguée, je pouvais y remédier. Alors j'ai demandé si je pouvais venir lui rendre visite, juste pour une soirée. Ils n'étaient pas ravis, mais ils ont dit oui. Je vais dire quelque chose de stupide maintenant. Je n'ai rien trouvé d'anormal quand je suis arrivé. Je suis entré. Ils ont souri. Ma mère m'a serré dans ses bras. Mon père a fait une blague sur le fait que le vin que j'avais apporté était effectivement buvable cette fois. Tout le monde a ri. Ma sœur a fait un signe de la main depuis la cuisine. Ils avaient même allumé des bougies sur le porche comme si nous étions dans un Airbnb avec de bonnes critiques. Et Lily était là, souriant en quelque sorte. Elle avait l'air mince, plus pâle que d'habitude. Ses yeux avaient ce regard gonflé, post-pleurs, mais elle a souri quand elle m'a vu. Elle s'est levée et m'a fait une accolade qui a duré juste assez longtemps pour me rendre méfiante. Le genre d'accolade qui dit « Dieu merci, tu es là » mais qui ne veut pas que ce soit évident. Alors je n'ai rien dit. Je lui ai juste serré la main et j'ai dit « Ça va ?» Elle a hoché la tête. Le dîner a commencé. Des hamburgers, de la salade de pommes de terre, des tranches de tomates qui avaient l'air d'avoir été coupées avec une cuillère. Tout le monde parlait comme si c'était une soirée ordinaire. Mon père a raconté une histoire sur le fait qu'il avait failli avoir un accident de voiturette de golf. Ma mère n'arrêtait pas de remplir les verres de tout le monde avec du vin en cubi en disant « juste une lichette » tout en versant une demi-tasse. Ma sœur faisait défiler son téléphone sous la table. L'homme assis en face de moi, l'ami de la famille, souriait chaque fois que je le regardais. Je lui rendais son sourire parce que les femmes sont entraînées depuis leur naissance à sourire quand les hommes les regardent. Je ne me souvenais pas de son nom. Je ne me souvenais pas qu'on me l'ait jamais dit. Et puis c'est arrivé. Juste au moment où mon père levait son verre pour un toast, quelque chose sur l'air frais et la famille et sur le fait que nous devrions faire ça plus souvent, j'ai senti une main effleurer mon genou sous la table. Lily, elle était assise à côté de moi. Elle a glissé quelque chose dans ma poche, un morceau de papier plié arraché d'un bloc-notes, le genre que ma mère gardait près du téléphone fixe pour les listes de courses et les rappels passifs-agressifs sur le recyclage. J'ai baissé les yeux, je l'ai déplié. 2 mots, en majuscule, appelle le 112. Pas de point d'exclamation, pas d'explication, juste ça. J'ai figé. Elle regardait toujours devant elle, pas moi, fixant le milieu de la table comme si de rien n'était. Mais j'ai vu sa main trembler. J'ai vu sa jambe rebondir sous la table. Ma gorge s'est asséchée. Ma mère s'est tournée vers moi. Tout va bien, ma chérie? J'ai replié le papier sans scier, je l'ai glissé sous ma cuisse. Oui, ai-je dit, et j'ai forcé un sourire, juste la salade de pommes de terre est un peu lourde. Ils ont ri. Mon père a fait une blague sur mon estomac de citadine. Et j'ai ri aussi, mais je ne sentais plus mes mains. Qu'est-ce qui se passait? J'ai regardé Lily à nouveau. Elle ne m'a pas regardé, mais sa mâchoire était serrée. Ses yeux étaient vitreux. Était-elle sérieuse? Était-ce une blague? Non, ce n'était pas une blague. Personne ne plaisante comme ça. Et pourquoi ne pouvait-elle pas le dire à voix haute?
parce qu'elle avait peur. C'est pourquoi. Il fallait que je sorte de là. Je me suis éclairci la gorge. Ça vous dérange si j'utilise les toilettes? Ma mère a fait un signe de la main vers le couloir. Bien sûr, ma chérie. Je me suis levé, j'ai pris mon sac avec moi au cas où. Au cas où quoi? Je ne savais pas encore. Mais quelque chose dans mon ventre était devenu glacial. Le couloir était étroit. La porte de la salle de bain était bloquée à moitié, comme toujours. J'ai fermé à clé derrière moi et je me suis assise sur le couvercle des toilettes fermé comme si j'allais vomir. J'ai sorti mon téléphone. Ma main tremblait tellement qu'il m'a fallu 3 essais pour déverrouiller l'écran. Je n'ai pas appelé mon mari. Je n'ai pas envoyé de SMS à un ami. Je suis allé directement au 112. Le répartiteur a répondu en moins de 5 secondes. Service d'urgence, quelle est votre position? J'ai donné l'adresse. Ma voix s'est brisée à mi-chemin du nom de la rue. Je ne sais pas ce qui se passe, ai-je chuchoté. Ma fille m'a donné un mot sous la table. Il disait, appelle le 112. Elle avait l'air effrayée. Elle reste ici avec mes parents. Je suis juste en visite. Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais je pense qu'elle est en danger. S'il vous plaît. Le répartiteur a posé quelques questions. Non, combien de personnes étaient dans la maison, quelqu'un était-il blessé? Je ne sais pas, ai-je dit à nouveau. Mais je pense qu'elle a été. Je ne sais pas. Je pense qu'elle essaie de me dire quelque chose. On dirait qu'elle pleure depuis des jours. Quelque chose ne va pas. Ils ont promis que quelqu'un était déjà en route. J'ai raccroché, je suis resté immobile, j'ai essayé de respirer. Car maintenant j'avais un nouveau problème. Je devais retourner là-bas, m'asseoir à cette table avec les personnes qui étaient soit complètement innocentes, soit quelque chose d'autre. Mais j'étais paranoïaque, où ma fille venait de me glisser le message le plus terrifiant de sa vie. Et maintenant, je devais attendre. Je ne me souviens pas avoir déverrouillé la porte de la salle de bain, ni être retourné à la table du dîner, ni comment j'ai réussi à m'asseoir sans m'évanouir. Je me souviens du verre de vin encore dans ma main, même si je ne l'ai pas bu. Je l'ai juste tenu comme un accessoire parce que si je le lâchais, j'avais peur que mes mains montrent ce qui se passait réellement sous la surface. Ma fille venait de me transmettre un mot qui disait « Appelle le 112 ». Et je les avais appelés. Ils étaient en route. Mais maintenant, j'étais coincé à cette table avec 4 personnes souriant et passant la salade comme si ce n'était pas un film d'horreur au ralenti. Un de ces vieux dîners de famille qui commence par un toast et se termine avec quelqu'un qui saigne sur la nappe. J'ai ri à la blague de quelqu'un. Je n'en ai aucune idée de ce que c'était. J'ai continué à rire, à hocher la tête, à sourire, parce que c'est ce que font les femmes quand elles ont peur. C'est ce que font les filles quand leurs parents les regardent droit dans les yeux et disent que rien ne va mal. C'est ce que font les mères quand leur enfant est en danger, mais elles ne savent ni comment ni de qui. Et quelque part entre le faux rire et le bourdonnement dans mes oreilles, mon cerveau a fait ce qu'il fait toujours quand je suis au bord du précipice. Il est reparti en arrière. Parce que ça, ce n'était pas nouveau. Pas vraiment. J'ai passé toute ma vie à venir dans cet endroit. Celui où nous sommes assis maintenant, celui qui sent la moisissure, le cirage et le café brûlé. Mes parents l'ont acheté quand j'avais 4 ans. Ma sœur sortait à peine des couches. Je me souviens encore du coup de soleil que j'ai attrapé le premier été que nous avons passé ici et de la façon dont ma mère m'a reproché de ne pas avoir appliqué la lotion correctement, comme si j'avais échoué à la crème solaire. Elle l'a dit doucement, cependant. Elle disait toujours les choses doucement. Ce n'était pas le genre de parents à crier. Cela aurait été trop évident. Ils étaient plus froids que ça. Polis, distants, presque formels. Si vous leur demandiez, ils diraient qu'ils ont tout fait correctement. Nous avions de la nourriture. Nous avions des vêtements. Ils venaient à nos pièces de théâtre scolaire et applaudissaient et souriaient. Ma mère préparait même nos déjeuners. Pas de croûte, des contenants à code couleur, des notes manuscrites pliées en 2 comme des mini-contrats, sois gentille. Fais de bons choix. Bisous, maman. Ce que personne ne voyait, c'était le silence derrière la porte quand nous rentrions à la maison. La façon dont l'affection n'arrivait que lorsque ma sœur entrait dans la pièce. La façon dont je n'arrêtais pas d'essayer de gagner quelque chose qui ne m'appartenait pas vraiment. Ma sœur pouvait juste exister. Elle pouvait renverser du jus et pleurer à cause des dessins animés et casser des choses. Il riait,
La traiter de stupide, réparait. J'ai eu des A à toutes mes matières et j'ai proposé de faire la vaisselle et j'ai essayé de chorégraphier une routine de danse entière dans le salon à l'âge de 7 ans juste pour qu'ils me regardent. Ils ont regardé puis m'ont demandé d'arrêter parce que je faisais du bruit. Et je sais comment ça sonne. Mesquin, puéril. Comme une histoire de jalousie d'un enfant qui n'a pas eu assez de câlins. Mais voici le truc. Quand vous grandissez dans une maison comme ça, l'absence d'amour ne se manifeste pas par la violence. Elle se manifeste par la précision. Ils ont tout fait correctement sauf ressentir quelque chose de réel pour moi. À un moment donné, peut-être 12 ans, peut-être 15 ans, j'ai abandonné. Je me souviens m'être assise sur le porche un soir après une fête d'anniversaire où ils ont oublié les bougies et avoir pensé, d'accord, peut-être que tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer. Peut-être que c'est juste la version de parents qu'ils sont. Et une fois que j'ai fait la paix avec ça, j'ai arrêté d'attendre de la chaleur. J'ai arrêté d'en avoir besoin. En quelque sorte. Quand je suis tombée enceinte de Lily, j'avais 20 ans. C'est toute une histoire en soi. Mais ce qui compte ici, c'est ceci. Quand elle est née, je me suis juré qu'elle ne se sentirait jamais comme moi, qu'elle ne se demanderait jamais si elle était aimée, qu'elle n'aurait jamais à gagner sa place dans ma vie. Et j'ai tenu cette promesse. Mes parents, à leur crédit, ont été vaguement intéressés au début. Quand Lily était un bébé, ils ont acheté des animaux en peluche, ont envoyé des cartes, ont parfois demandé comment elle allait, mais il n'a pas fallu longtemps pour que le schéma se répète. Ce même désintérêt poli, l'affection qui ne se manifestait que lorsque cela les faisait bien paraître. Les offres de babysitting qui se sont transformées en annulations de dernière minute, les SMS nous avons été tellement occupés et qui sont arrivés après les anniversaires. Je n'ai jamais dit à Lily de ne pas les aimer. Je ne me suis jamais mise en travers de son chemin. Je me suis dit que s'ils voulaient une relation avec leur petite fille, je ne les arrêterais pas. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes, me suis-je dit. Juste limitées, émotionnellement sous-développées. Mais elle l'a remarqué. Les enfants le font toujours. Il y avait des week-ends où nous faisions 2 heures de route jusqu'ici et elle apportait son sac à dos rempli de matériel d'art et de collation et le dernier livre qu'elle voulait montrer à grand-maman, et ils acquiesçaient vaguement et retournaient lire le journal. Alors j'ai laissé faire parce qu'il ne lui faisait pas de mal. Il ne faisait rien de mal, n'est-ce pas? Mais la seule personne qui ne l'a jamais déçu, pas une seule fois, était l'oncle Henri, le frère aîné de ma mère. Il n'a jamais eu d'enfant, ne s'est jamais marié, a perdu l'amour de sa vie quand il avait à peine 30 ans et n'a jamais semblé s'en remettre. Il vivait tranquillement, dirigeait une entreprise prospère, puis a pris sa retraite anticipée, a voyagé, a fait des dons à des causes discrètes, m'a envoyé des livres avec des notes manuscrites dans les marges. M'a une fois envoyé par la poste une paire de gants que j'avais mentionnés aimer 2 ans plus tôt avec les reçus encore pliés à l'intérieur. Quand Lily est née, quelque chose en lui a semblé s'illuminer. Il la tenait comme si elle était quelque chose de rare. Il est arrivé avec des livres d'images en italien et une chouette en bois sculptée d'un endroit dont je n'avais jamais entendu parler. Il n'a jamais manqué un anniversaire, n'a jamais oublié une pièce de théâtre scolaire. Il l'appelait sa fille miracle. Et elle l'aimait en retour de toutes les fibres de son être. Pour la première fois de sa vie, peut-être de la mienne aussi, quelqu'un l'a regardée et lui a fait sentir qu'elle était suffisante, telle qu'elle était. Elle s'endormait sur son épaule. Elle disait qu'il sentait la cannelle et le café en toute sécurité. Il est décédé il y a 3 semaines. C'était paisible, dans son sommeil. Une fin tranquille, tout comme la vie qu'il a vécue. Mais Lily ne l'a pas pris tranquillement. Elle s'est complètement refermée. Ne voulait pas sortir du lit. Ne voulait pas parler. Ne voulait pas manger. Je pensais que le deuil était censé arriver par vagues, mais pour elle, il est arrivé comme une panne de courant. D'un coup. Pas d'air, pas de lumière, pas de rivage. Puis l'invitation est arrivée. Mes parents ont appelé. Ils ont dit que Lily pouvait venir séjourner dans la maison de campagne, la même où nous sommes maintenant. Ils ont dit que l'air frais l'aiderait. Que la famille pourrait lui faire du bien. Et Dieu m'aide, j'ai pensé que cela pourrait être vrai. Alors je l'ai laissée partir pendant 2 semaines. Elle est restée ici. J'ai appelé. Elle a répondu parfois. Elle avait toujours l'air fatiguée. Elle a toujours dit qu'elle allait bien. Et je l'ai cru. Jusqu'à ce soir, jusqu'au sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, jusqu'au silence dans ses épaules. Jusqu'à la note dans ma main avec 2 mots, appelle le 112.
On a frappé à la porte 15 minutes après que j'ai appelé. J'étais de retour à la table à ce moment-là, assise sur un mince coussin sur une chaise qui aurait tout aussi bien pu être faite d'aiguilles. J'avais tellement de crampes d'estomac que je m'étais convaincu que j'avais une appendicite. Ou peut-être une punition divine pour avoir fait confiance à des personnes qui portent des cardigans en été. Quand on a frappé à la porte, j'ai figé. Tout le monde aussi. Mon père s'est arrêté en plein milieu d'une phrase. Ma mère a penché la tête, son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. Ma sœur a regardé vers la porte comme si elle n'était pas sûre que c'était réel. Lily n'a pas bougé. Elle n'a même pas cligné des yeux. Je vais ouvrir, ai-je dit, comme si nous n'avions pas tous entendu le son de l'autorité sur le porche. L'homme, l'ami de la famille, celui à qui je n'avais pas été officiellement présenté, s'est levé aussi. Juste un peu. Une demi-levée comme s'il n'était pas sûr s'il devait s'impliquer ou juste regarder. Je marchais déjà. J'ai ouvert la porte. 2 officiers, un homme, une femme. Pas de sourire, des radios sur leurs épaules qui sifflaient encore légèrement. Madame, a dit l'officier masculin. Nous avons reçu un appel de cette résidence. J'ai appelé, ai-je dit, la voix trop aiguë. C'est. J'ai avalé ma salive. C'est ma fille. Elle m'a donné un mot. Elle m'a dit d'appeler le 112. Elle est ici. Quelque chose ne va pas. Elle ne le dira pas à voix haute, mais quelque chose ne va pas. Ils ont hoché la tête. Pas de questions, pas de sourcils levés, juste un mouvement efficace et pratiqué. L'officier féminin a demandé si elle pouvait parler à Lily seule. Je me suis écarté et j'ai pointé du doigt. Elle est à la table. L'officier masculin a demandé à me parler devant. Je l'ai suivi, en fermant la porte derrière moi comme si elle pouvait retenir la peur qui inondait ma poitrine. Et puis j'ai attendu. Ils sont restés à l'intérieur pendant 7 minutes. Je sais parce que j'ai vérifié mon téléphone exactement 12 fois. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Je me suis juste tenu sur le porche à regarder l'ombre de la brise onduler à travers les roses mourantes dans le jardin. J'ai pensé à l'oncle Henri, à la note, à la façon dont ma mère souriait trop vite et à la façon dont le thé arrivait toujours dans la même tasse ébréchée, celle que Lily ne buvait jamais jusqu'au bout. Quand la porte s'est rouverte, je me suis retourné. Lily était debout à côté de l'officier féminin. Ses mains tremblaient. Son visage était blanc comme un linge, mais elle parlait. Enfin, elle parlait. L'officier masculin m'a fait signe de venir. Je suis arrivé jusqu'à la porte avant de l'entendre. Oncle Henri, il m'a tout laissé, mais ils ne me l'ont pas dit, a dit Lily. Sa voix n'était pas forte, mais elle était claire. Ils ont juste dit que j'avais besoin de repos, que j'étais en deuil. Et puis ils ont commencé à essayer de me faire signer des choses. J'ai cligné des yeux. Quel genre de choses, a demandé l'officier féminin. Je ne sais pas. Des papiers. Une décharge de responsabilité. C'est ce qu'ils ont appelé ça. Mais il y avait mon nom dessus. Et l'avocat, cet homme, elle a pointé du doigt. Il était censé être l'avocat d'oncle Henri, mais il ne m'a jamais appelé. Juste eux. Il est venu ici. Il a dit que c'était juste pour simplifier les choses. L'officier a hoché la tête. Lily a continué, la voix brisée. J'ai dit non. Je ne voulais rien signer. J'ai demandé du temps. J'ai demandé à pouvoir téléphoner, mais ils ont pris mon téléphone. Ils ont dit que c'était pour ma santé mentale. Ils ont dit que je les remercierais plus tard. Et puis la bombe a éclaté. Je pense qu'ils me droguaient. La pièce a changé. Même les murs ont eu l'impression de reculer d'un pas. Les officiers ont échangé un regard. Puis l'officier masculin est sorti dans le couloir. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu des voix douces, des pas. Ils ont ramené mes parents, puis Astrid, puis l'avocat. Un par un. Maintenant, tout le monde était de nouveau dans la pièce, et personne ne souriait. Ma mère s'est levée. C'est ridicule. Elle est en deuil, a ajouté mon père, levant les mains comme un prédicateur. Vous devez comprendre, nous essayons d'aider. Elle est paranoïaque, a dit ma sœur. Elle ne va pas bien depuis les funérailles. L'avocat n'a pas parlé. L'officier féminin a dit, nous allons devoir fouiller la propriété. Ma mère a ri. Cela sonnait comme du verre qui se brise. Vous ne pouvez pas être sérieux. Sur la base de quoi?
Son imagination? Nous avons un rapport. Et maintenant, nous avons une déclaration. Nous avons une cause probable. Les officiers ont demandé à tout le monde de rester sur place. Des renforts ont été appelés. J'ai regardé tout ça depuis la porte comme si je n'en faisais pas partie, comme si j'étais quelqu'un d'autre en train de regarder un documentaire sur une famille qui s'était retournée comme une chaussette. Ils ont fouillé la cuisine en premier. Cela a pris 15 minutes. Quand ils sont revenus, l'officier tenait un sac en plastique. À l'intérieur, il y avait des pilules en vrac, petites, rondes, blanc cassé, pas de flacon de prescription, pas d'étiquette, juste cachées dans un tiroir de cuisine sous une pile de coupures de coupons. L'officier masculin a contacté par radio pour des tests sur le terrain. Puis ils sont passés à la chambre d'amis, la chambre de l'avocat. C'est là qu'ils ont trouvé les documents non signés. Le nom de Lily était clairement imprimé sur chaque page, bénéficiaire, renonciation à la réclamation, déchéance successorale, tout était dactylographié, agrafé, propre. Tout était prêt sauf sa signature. Cette partie était encore vide. Et puis le sous-sol. Je n'y suis jamais allé. Mes parents ont toujours dit que c'était pour le stockage. Il s'avère que le stockage signifiait une pièce finie avec un lit, une table d'appoint et une pile de couvertures pliées. C'était propre, presque confortable si vous ne regardiez pas de trop près. Mais il y avait le verrou à l'extérieur de la porte et l'étroite fenêtre qui ne s'ouvrait pas. Et le fait que les affaires de Lily étaient là. Sa veste, une paire de chaussettes, un carnet à moitié terminé, son collier, celui que l'oncle Henri lui a donné pour son 16e anniversaire, placé soigneusement sur la table comme si elle était censée s'installer. Sauf qu'il manquait une chose. Son téléphone. C'est ce qu'ils ont trouvé à l'étage, enfermé dans une armoire dans la buanderie avec son portefeuille. Confisqué pour sa tranquillité d'esprit, avait dit ma mère. Je n'ai pas pleuré. Pas alors. Je pense que j'étais trop choqué pour pleurer. Les officiers n'ont pas demandé d'explication après ça. Ils n'en avaient pas besoin. L'homme, l'avocat, a été emmené en premier, les mains menottées derrière le dos, le visage illisible. Mes parents ont suivi. Ma sœur en dernier. Ils ne m'ont pas regardé. Pas une seule fois. Je suis resté avec Lily. Je ne l'ai pas lâchée. Pas une seconde. Quand l'ambulance est venue vérifier ses signes vitaux, je suis monté après elle et je me suis assise à côté d'elle tout le temps. Elle avait l'air si petite recroquevillée dans ce sweat à capuche surdimensionné, si fatiguée. J'ai repoussé ses cheveux de son front et j'ai demandé doucement, « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Elle n'a pas ouvert les yeux. Je ne pensais pas que tu me croirais. Et c'était la partie qui faisait le plus mal. Parce que quelque part en cours de route, ma fille avait appris la même leçon que moi autrefois. Quand les gens agissent calmement, poliment, raisonnablement, le monde est un peu trop lent à croire ce qui se passe derrière les portes closes. Mais cette fois quelqu'un l'a fait. Si vous n'avez jamais eu à cacher votre panique derrière des banalités pendant que votre fille révèle un complot criminel à une table à manger, 10 sur 10 ne le recommanderaient pas. Mais vous savez ce qui est pire? Quand ils sont libérés. Mes parents, ma sœur, l'avocat, tous libérés sous caution en attendant leur procès. Une infraction non violente ont-ils appelé ça, pas de préjudice confirmé, pas de condamnations antérieures, coopération lors de l'arrestation. Bien sûr. Ma fille a été droguée, isolée et manipulée émotionnellement par sa propre famille. Mais bien sûr, traitons-les comme s'ils avaient juste oublié de rapporter un livre à la bibliothèque. Lily n'a pas dormi pendant 3 nuits. Chaque bruit la faisait sursauter. Elle refusait d'être seule dans une pièce, même avec les lumières allumées. Elle n'arrêtait pas de demander si nous étions vraiment en sécurité maintenant, s'ils allaient se présenter à nouveau comme si tout cela était un malentendu qui pouvait être aplani avec une cocotte. Je ne lui ai pas dit à quel point ce risque était réel. Mais j'ai commencé à verrouiller les portes. Chaque porte, chaque fenêtre, même la salle de bain, car je connais ma famille, et elle n'aime pas perdre. C'est arrivé un mardi. J'étais allé en ville pendant quelques heures. Une réunion avec un client que je ne pouvais pas reporter. Lily a insisté pour dire qu'elle allait bien. Elle a dit qu'elle resterait à l'intérieur, peut-être lire, peut-être enfin manger quelque chose. J'ai failli ne pas y aller, mais bien sûr, j'y suis allé. Et bien sûr, ils se sont présentés. Quand je suis rentré à la maison, Lily était assise sur le sol du salon, les genoux repliés contre sa poitrine, son téléphone sur ses genoux, le visage pâle. Ils sont venus, a-t-elle dit.
Pas de préambule, pas de salutation, juste ça. J'ai figé. Qui? Elle n'a pas levé les yeux. Grand-maman, grand-papa, Astrid. J'ai laissé tomber mon sac et je me suis assise à côté d'elle. Ça va? Ils t'ont touché? Ils ont juste parlé. Elle a ouvert son téléphone, est allée dans ses mémos vocaux et a appuyé sur lecture. J'ai entendu la voix de ma mère en premier. Sirupeuse comme si elle complimentait les rideaux d'une voisine. Lily chérie, nous voulons juste dissiper le malentendu. Tu as toujours été si sensible, si poétique. Tu vois les choses différemment. Ce n'est pas un crime, ma chérie. Puis mon père, plus froid. Tu ne comprends pas quelle pression nous subissions. Ta grand-mère n'a pas dormi depuis des semaines. Puis Astrid, tranchante et plate. Il ne s'agissait jamais de te blesser. Il s'agissait d'équité. Cet argent, qu'est-ce que tu en aurais fait de toute façon? Puis ma mère à nouveau. Ça allait toujours déchirer cette famille. Peut-être que si Henri l'avait laissé à quelqu'un de plus, eh bien, mûr. L'enregistrement s'est terminé là. Ma main tremblait. J'ai signalé la visite immédiatement. Les conditions de libération sous caution étaient claires comme de l'eau de roche, pas de contact, et il s'était présenté sans y être invité, manipulateur et suffisamment suffisant pour parler librement pendant que Lily enregistrait tout. Même l'officier qui a pris ma déposition avait l'air en colère. Cette nuit-là, j'ai fait nos valises. Nous avons déménagé 2 jours plus tard. Pas pour toujours, juste jusqu'au tribunal. J'ai trouvé une location à court terme dans un quartier calme de la ville, quelque part avec des murs épais et trop de serrures et une voisine âgée curieuse qui se tenait près de sa fenêtre comme si c'était sa religion. Parfait. Lily n'a pas discuté. Elle est juste restée près, parlant encore à peine, vérifiant toujours que les portes étaient verrouillées. J'ai déposé une demande d'ordonnance de non-communication. Elle a été accordée en 24 heures. Les accusations étaient en cours de finalisation. La poursuite construisait un dossier. Et puis sont venues les interviews. La police les a séparés. D'abord, mon père, puis ma mère, puis Astrid, puis l'avocat. Un par un, ils ont craqué. Tactique classique, dites à chaque suspect que les autres ont déjà avoué. Donnez-leur un avant-goût de la panique. Regardez-les plier. Ma sœur, celle qui s'est toujours vantée de sa loyauté, a été la première à se retourner. Elle a dit que c'était l'idée de notre mère, qu'elle s'est juste laissé faire. Ma mère a dit que c'était l'idée de l'avocat, qu'elle n'avait jamais touché au thé. Que Lily imaginait la drogue. Mon père a affirmé qu'il ne savait pas qu'il y avait quelque chose dans les boissons. Il a dit qu'il pensait que la pièce verrouillée était un espace sûr. L'avocat, Dieu le bénisse, s'est complètement effondré. Email, relevé de paiement, copie des documents non signés, même un dossier avec des brouillons imprimés dont un étiqueté scénario du pire. J'ai presque admiré la préparation. Presque. Les accusations sont venues rapidement après ça. Mon père a été accusé de séquestration, de coercition et d'administration de substances contrôlées sans consentement. Il a été condamné à 6 ans de prison, admissible à la libération conditionnelle après 4 ans. Ma mère a été reconnue coupable de complot visant à commettre une fraude et d'administration illégale de drogue. Elle a écopé de 4 ans, sans libération conditionnelle avant la moitié de sa peine. Ma sœur a été accusée de complot. Elle a écopé de 18 mois, dont 9 passés en prison. L'avocat a été radié du barreau et reconnu coupable de fraude et de complicité de séquestration illégale. Il a été condamné à 8 ans. Pas de libération anticipée. Ce n'était pas comme une vengeance. C'était comme de l'oxygène. 3 mois plus tard, la succession a été réglée. Nous avons été appelés dans le bureau d'un avocat, un vrai avocat, un qui parlait comme une personne et ne ricanait pas aux enfants. Il a remis à Lily un épais paquet et a dit doucement, « C'est à toi maintenant ». Le nombre sur son compte était plus élevé que je ne l'avais prévu, plus qu'elle ne s'y attendait. Assez pour payer l'école, la thérapie, le loyer, les voyages, une vie, l'avenir. Elle a pleuré quand nous sommes rentrés à la maison. Pas à cause de l'argent, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité, et elle savait qu'il ne pourrait plus jamais rien lui prendre. Parfois, je me demande encore, avais-je tort de ne pas l'avoir remarqué plus tôt? Aurais-je dû poser plus de questions, insister davantage, faire confiance à mon instinct au lieu de leur sourire poli et de leurs serviettes parfaitement pliées? Parce qu'avec le recul,
Les signes étaient là. La voix de Lily devenant plus petite, ses yeux paraissant plus sombres. La façon dont elle m'a serré un peu trop fort dans ses bras ce soir-là. Je ne sais pas. Peut-être que je l'ai laissé tomber pendant un certain temps, mais quand c'était important, j'ai écouté, et j'ai appelé. Et peut-être que c'est ce qui compte. Elle est en sécurité maintenant. Elle guérit, rit à nouveau. Le vrai genre, pas celui que vous faites semblant aux tables à manger pour maintenir la paix. Moi, j'ai appris que l'amour ne signifie pas le silence. Et la famille ne signifie pas le pardon sans changement. Alors, avais-je tort, ou ai-je fait ce qu'il fallait trop tard? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Et si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous.